Bien, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir ici pour ce webinaire consacré à la conduite du changement autour de la mise en place d'outils et de méthodes de management de projet. On va laisser les quelques retardataires arriver. Donc, voilà, je vous présente les deux participants. Donc, Marc qui va animer, Marc Ben Moussa, donc directeur associé qui va animer une bonne partie du webinaire. Donc, et moi-même, Vincent Guibert, je suis fondateur de la CDE. Bonjour à tous. Voilà, je salue, je vois qu'il y a quelques têtes et noms connus dans l'assistance. Je les salue, je suis ravi de vous retrouver ici. On va se laisser encore 1 ou 2 minutes le temps que les derniers arrivent. Marc, vas-y, tu peux afficher la présentation. Alors aujourd'hui, on travaille avec un outil qui s'appelle Livestorm, qui est une belle start-up française. C'est bon, tu peux remonter en haut. C'est bon. Vous voyez mon écran? Tout le monde est là, on y va. Voilà, donc à nouveau, vas-y, tu peux passer à la suite, on s'est présenté. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Essentiellement donc, de conduite du changement. On va vous dire 2 mots, mais vraiment très rapides sur notre cabinet. 2-3 mots également sur la conduite du changement d'une façon générale. Et puis ensuite, on parlera des questions de mise en place d'outils, de procédures de management de projet et des outils qu'on peut mettre autour de ça. Vas-y Marc, donc 2 mots sur ACDE Conseil. Aujourd'hui, on a créé ça il y a pas loin de 20 ans maintenant. On est une dizaine de consultants salariés et quelques indépendants. On a mené peut-être 80 projets autour de 200 clients. Voilà, vous pouvez voir tout ça sur notre site web. On a une approche très pragmatique, c'est-à-dire qu'on vient tous du vrai monde avant d'avoir été dans le conseil, c'est important. Marc et moi, nous deux, j'ose à peine le dire, on doit totaliser de l'ordre de 70 années de la mise en place de méthodes et d'outils de management de projet. Donc, on n'a pas peur de se baser sur des valeurs de pragmatisme, de proximité, auxquelles on a ajouté, c'est aussi ce que j'ai voulu en créant un CDE, auquel on a ajouté la prise en compte du facteur humain et notamment des raisons qui font que les gens ne se mettent pas naturellement, par exemple, à gérer leur projet alors qu'il y a des magnifiques outils et des magnifiques méthodes. Donc, on parlait de transformation digitale. Bon, maintenant, c'est la crise du Covid qui oblige les entreprises à accélérer leur transformation. Tout ça, ça induit de nouvelles manières de manager. Et nous, on se devait d'accompagner ces nouvelles manières de manager en adaptant notre offre. Donc, c'est ce qu'on a fait l'année dernière en redéfinissant toute une partie de notre offre, en la segmentant selon 3 axes. D'une part, tout ce qui est nécessaire pour que des entreprises redéfinissent leur stratégie, leur organisation. D'autre part, toutes les méthodes pratiques outils de management, que ce soit du management de projet ou du management tout court. Et puis enfin, tout ce qui est action, travail, proprement dit, travail collaboratif, animation de réunions à distance, animation d'ateliers, reporting, etc., etc. Et chacune de nos interventions, dans ce qu'on a fait depuis 15-20 ans maintenant, qu'il s'agisse de mettre en place des nouvelles pratiques de management, des référentiels de gestion de projet, des outils de planif ou de management de projet, tout ça, ça s'inscrit dans le cadre de transformation, d'organisation, et donc ça inclut toujours sa part de conduite du changement. Voilà. Et indépendamment de ça, des changements, il y en a eu depuis 1 an, on est très vite rattrapé par l'actualité en la matière. Alors, juste quelques mots un peu académiques sur la conduite du changement. Voilà, comme nous disait un célèbre président de la République, le changement, c'est maintenant. Alors, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? En l'occurrence, ce matin, on va parler de la mise en place de dispositifs de management de projet. Marc, si tu peux passer à la page suivante. Alors, sans faire tout un cours de management de projet, mais en la matière, on distingue 3 types de projets qui se différencient en général par la nature de leur financement, la nature de la façon dont on récupère justement cet investissement, le ROI, le caractère aussi unique du projet ou multiple, le caractère plus ou moins tangible de leur production. Donc en gros, on va distinguer 3 types de projets. Le bon gros équipement unique,
un pont, un stade, une infrastructure ferroviaire, un contrat entre une maîtrise d'ouvrage identifiée, un maître d'œuvre, voilà. Le gros projet, la planification, les ressources, les plans de charge, tout le tralala. Ensuite, deuxième type, ce sont les organisations qui fonctionnent par projet, à savoir des produits ou des composants de produits dans le monde concurrentiel. Et puis enfin, troisième type de projet, les transformations, hein, les changements avec un return sur investissement plus ou moins tangible. Donc ce matin, on va se focaliser sur la gestion des projets orientés produits, c'est-à-dire des projets qui contribuent à la genèse ou à l'évolution d'un produit vendu dans le monde concurrentiel. Exemple, industrie pharmaceutique, équipementier, etc., etc. Et le sujet, c'est de gérer un ensemble de sollicitations de ressources dans le but de produire un composant ou de le faire évoluer dans un laps de temps donné, dans un budget donné, le tout dans un environnement où les ressources sont rares et sont disputées parce qu'elles sont sollicitées de toutes parts. Voilà, c'est ça qu'on va appeler un projet. Alors, comment ça se passe quand il n'y a pas de méthode? Ce qu'on constate, c'est que les projets se font dans la douleur, finalement. Les gens se disent, mais pourquoi est-ce qu'on a financé son projet et pas le mien? Et puis, on constate que les projets sont en retard, qu'ils dépassent les budgets, qu'il y a des surcharges, il y a des conflits. Bref, la performance n'est pas toujours au rendez-vous. Et donc, les clients ou la direction sont voilà, pas très contents, sont plutôt frustrés. Et puis, ils disent, faut que ça change. Ils disent toujours, s'il vous plaît, d'ailleurs. Il y en a marre. Il faut que ça change. Et donc là, on appelle des consultants, des éditeurs de logiciels, et on met en place des outils, des méthodes, en espérant en retirer tout plein de bénéfices. Hein. Voilà, on va savoir effectuer des arbitrages, choisir quel projet lancer à quel moment. On va faire attention aux risques, on va les limiter, les identifier, les mitiger. On va mobiliser au mieux les compétences, les ressources disponibles. Bref, un monde magnifique où les projets seront à l'heure, où les ressources seront contentes de travailler dessus, où les projets seront dans les budgets et puis feront ce qu'en attendent les clients. Donc, en gros, on va avoir des produits compétitifs. Voilà. Ça, c'est ce qu'on cherche à retirer de la mise en place d'une gestion de projet. Maintenant, vu des utilisateurs, c'est pas toujours comme ça. Vu des équipes qui réalisent ces projets, avant, finalement, j'oserais presque dire que c'était cool. Hein, on fait ce qu'on a à faire, on se concentre souvent sur l'aspect technique ou technologique des choses, on rajoute une bonne dose d'huile de coude quand c'est nécessaire, ou vers la fin du projet, et puis bon an, mal an, on est à peu près heureux comme ça. Et quand arrivent ensuite les méthodes, les processus, les outils de gestion de projet, ben, ma foi, ça n'est que contrainte et tracas. Il faut obtenir le go avant de démarrer, il faut remplir des formulaires, il faut faire valider des documents, son planning, son budget, et puis ensuite, il faut du reporting. Il faut expliquer pourquoi on n'est pas là où on pensait en être. Il y a l'éternelle question de la saisie des temps passés. Bref, il n'y a rien d'agréable hein, là-dedans, vous en conviendrez. Et d'ailleurs, il ne vous a pas échappé que l'être humain, naturellement, ne se précipite pas hein, pour planifier ou pour faire du reporting. Voilà. Donc, il est là, hein, notre changement. Et c'est ça, finalement, qui est à la base de la création d'ACDE. Ce sont des outils dont les directions ont besoin et dont les utilisateurs n'ont pas envie. Hein, et de ce fait, les utilisateurs se retrouvent exposés à des situations nouvelles, anormales, voilà, inhabituelles, anormales, effectivement, au sens étymologique du terme, parce qu'il y a changement de normes. Hein, ce qui était normal ne l'est plus. Et donc, tout de suite, ça va nous plonger au cœur de la conduite du changement, dans laquelle on distingue finalement deux types hein, de changements. Alors, très astucieusement nommé niveau 1 ou type 1 et niveau 2 ou type 2. En gros, changement de type 1, c'est un changement qui n'affecte pas fondamentalement la façon de travailler. Hein. Le système est globalement inchangé, on revient rapidement à l'état d'équilibre, il faut s'adapter, s'ajuster, mais grosso modo, on a le même environnement, les mêmes modes opératoires, les mêmes situations. Voilà. Il faut faire un petit peu différemment la même chose. Changement de type 2, il modifie le cadre, il modifie le système. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle vraiment une transformation qui génère ce qu'on appelle de l'entropie hein, à l'intérieur d'un système. Donc, ça va être la mise en place d'un nouveau logiciel de CRM ou de production type SAP ou autre. Ça va être la mise en place de nouvelles procédures là où il n'y en avait pas auparavant. Hein. Bref, il va s'agir d'engager un chemin de transformation, d'évolution, hein, qui va se caractériser par l'apparition de nouveaux environnements, de nouveaux modes opératoires, de situations qu'on n'a pas l'habitude d'affronter,
de nouveaux outils, il va falloir acquérir de nouvelles compétences. Bref, tout est nouveau. Donc, c'est ça, hein, les vrais changements. Ce qu'on appelle changement de type 2, c'est le plus difficile à penser. Hein. Alors, parfois, on s'y met d'un coup. Hein. Il y a un an, on nous aurait dit il faudra mettre le masque et tralala avant d'aller faire les courses. On aurait vu ça comme un changement de vie, ça l'a été. Hein. Alors, ça, c'est en conduite du changement, ça s'appelle la burning platform. C'est-à-dire que quand les pieds brûlent, il n'y a pas moyen, il faut faire autrement. Dans l'entreprise, c'est pas toujours facile et parfois, ceux qui jouent la carte de la burning platform, sans mordre les ailes. Hein. D'où la conduite du changement, hein, qui est là pour limiter les risques justement de résistance et de frein. Et en fait, en premier, la question, c'est de bien comprendre en quoi ça va consister, hein, les changements, ce qu'on attend des gens. Et donc, qu'on accepte intellectuellement les bénéfices potentiels d'un changement. Mais c'est pas parce qu'on comprend intellectuellement qu'on sait faire. Donc ensuite, il va falloir apprendre, acquérir de nouvelles compétences. Et ensuite, c'est pas parce qu'on a les compétences qu'on aime faire et qu'on est reconnu, hein, pour ça. Donc, il va falloir passer à un autre cap qui est celui où on accepte de s'y atteler, hein, et de se lancer. Bon, exemple, on bidouillait ses plannings avec Excel et puis on passe à une méthode et un logiciel éprouvé de management de projet. Et c'est là que se déclenche tout un tas de questions, hein, dans l'esprit des gens pour franchir ces 3 « et » finalement, accepter, pouvoir et vouloir. Voilà, donc ces questions, elles sont là et vous voyez, celles qui sont posées, c'est plutôt celles qui sont sur fond vert ou jaune. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ouais, il faut que je traite avec des inconnus, il faut que je convainque, etc. Puis ensuite, il y a d'autres questions. Est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Et puis, il y a les questions que les gens ne vous posent jamais. Sur quoi je vais être évalué? Sur quoi je vais être reconnu? Est-ce que j'en suis toujours capable? Donc, face à ça, les résistances, elles s'expriment pas directement. Hein. Les individus sont pas trop proliques là-dessus. Ils vont vous dire, j'ai pas le temps. Ils vont vous dire, je savais pas que c'était à moi. Ils vont vous dire, ah ouais, ton truc c'est bien, ça marchera chez le voisin, mais ça ne marchera pas chez moi. Hein, bref, il y a toute une série comme ça d'objections que vous allez entendre. Pourquoi? Parce que les individus sont craintifs, hein, vis-à-vis des difficultés qu'ils imaginent, hein, ou qu'ils ont déjà rencontrées. Alors face à ça, souvent, les entreprises commettent une erreur, c'est de penser que cette acceptation, elle est acquise parce que les dirigeants, en général, ils pensent bien leur truc, ils disent oui, les raisons pour lesquelles on va mettre ceci ou cela, elles sont fondées, et ils s'imaginent que cette conviction va perfuser comme ça dans l'organisation. Il suffit de fait d'apporter l'information et de former les gens pour que ça marche. Et en fait, si on forme les gens à un système avec lequel ils ne sont pas tout à fait d'accord, ce qu'on constate paradoxalement, c'est que l'évolution, elle n'est pas aussi rapide qu'on le souhaitait, elle est même imparfaite. Il y a des tas de faux semblants, des tas de prétextes, hein, qui sortent. Par exemple, on vous dit, oui, ta méthode, elle ne marche pas, ton outil ne marche pas, etc. Alors qu'en fait, non, c'est que les gens ne sont pas complètement armés, hein, pour les utiliser. Donc, à ça, il faut rajouter une bonne dose de concertation et d'écoute dans les premières phases du projet. Hein. C'est ça qui va créer les conditions d'acceptation et de motivation. Alors, ce qu'on dit là, ça marche en entreprise. Certains de nos gouvernants vient m'inspirer aussi de se caler là-dessus, mais c'est une autre histoire. Bref, ce qu'on appelle communément donc la conduite du changement, voilà, ça a pour but de faciliter l'acceptation de ces nouvelles situations, de maximiser les facteurs de réussite et puis de faire en sorte que ce qui se met en place va durer, hein, dans le quotidien. Voilà, comment ça marche? Ça va constituer en un projet, hein, lui-même, un projet global qui va intégrer justement dès les premiers temps les impacts, et notamment, j'attirerai votre attention sur les 2 premières étapes, hein, du projet de changement, être très clair sur les buts à atteindre, bien sûr, et surtout, et c'est ça qui trop souvent est négligé, ne pas faire l'impasse sur les études d'impact, l'identification des situations à risque, avec beaucoup d'écoute. Hein, et c'est en écoutant les personnes qui sont impactées par les changements que se créent les premières étapes de l'appropriation. Voilà, j'irai pas plus loin. Je vais laisser la parole à Marc. On reviendra là-dessus lors des questions-réponses à la fin. Et je ne crois pas l'avoir signalé, vous avez un chat aussi, hein, qui vous permet de poser des questions tout au long de cette présentation. Voilà, Marc, je te laisse la parole. Merci Vincent. Posons-nous la question, en fait, est-ce indispensable une conduite du changement, par exemple lors d'une migration d'un outil, d'un Excel vers un outil de gestion de portefeuille de projet ou un outil de gestion de projet? 2 images, écran valent mieux qu'un long discours. Eh bien, la réponse est oui. L'ergonomie change,
et n'a plus rien à voir avec ce que vous utilisiez avant. La standardisation des fonctionnalités de gestion de projet et de PPM dans un logiciel va déstabiliser un utilisateur qui avait ses habitudes avec l'utilisation d'un spécifique fait maison. C'est sûr. Et les questions qu'on va se poser, c'est où vais-je pour saisir mes temps? Comment j'ajoute une colonne à mon Gantt? Pour valider les temps passés de mon équipe, je vais où? Et mon reporting, il est passé où? Pour y accéder, je fais comment? C'est du vécu. L'utilisateur de la nouvelle application va devoir réapprendre. Alors face à ce changement, deux attitudes sont possibles. Passer en force ou coopérer. Voilà pourquoi CDE Conseil vous propose un plan de conduite du changement lors d'une migration vers un nouvel outil. Ce plan de conduite du changement se décline suivant 5 axes principaux. Premier axe, des ateliers de préparation qui vont permettre de définir ou de redéfinir les contours et les objectifs de ce qui est attendu, et qui est aussi et surtout autant d'occasions d'écouter les utilisateurs, les chefs de projet, les managers, et de leur montrer qu'on se soucie de l'évolution de leur système et des éventuelles craintes et réticences qu'ils peuvent éprouver. Deuxième axe, de la documentation, avec des guides utilisateurs, des flyers, des modes opératoires, toute documentation permettant aux utilisateurs de se référer à un document lorsqu'ils utilisent l'outil. La documentation standard peut être utilisée, mais il est préférable de disposer d'une documentation spécifique. Et c'est une charge à prévoir lors d'une migration. Il vous faudra migrer vos documentations existantes. Autre axe, la formation. Là encore, vous pouvez former vos utilisateurs avec une formation standard à un outil, mais cela sera beaucoup plus efficace de former vos utilisateurs par rôle aux fonctionnalités paramétrées pour eux dans le logiciel. Notre recommandation est l'écriture et l'animation d'une formation avant l'ouverture en production du nouveau système. Quatrième axe, l'assistance opérationnelle. Cela consiste dans la disponibilité des ressources internes et externes mises à disposition à la mise en production du nouvel outil afin d'aider les utilisateurs et de répondre à leurs questions lors de leur première manipulation. Enfin, dernier axe, un plan de communication tout au long du projet, dès le début et pas seulement vers la fin, qui va informer l'ensemble des utilisateurs du lancement puis du déroulement du projet et des moyens mis en œuvre pour documenter, former, assister les utilisateurs finaux. Commençons par une série d'ateliers qui vont permettre de découvrir votre nouvel outil, de recueillir et de prioriser les besoins, de planifier les travaux à venir, mais aussi, voire surtout, de laisser parler les utilisateurs et de les impliquer progressivement dans le projet. Ensuite, en matière de documentation, ACDE Conseil vous conseille la construction de flyers, l'écriture d'un manuel de formation spécifique, de guides utilisateurs et la mise à disposition de la documentation à vos utilisateurs. Il existe souvent chez nos clients des documents de référence qui ont été écrits. Dans ce cas, les documents existants pourront être migrés et adaptés à votre nouvel outil. Enfin, vous pouvez mettre à disposition la documentation standard fournie par l'éditeur. Parlons maintenant des flyers et des livrets. En termes de format, un flyer, c'est un format A4 plié en 3 et imprimé en recto verso, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Un format livret, c'est un format A4 plié en 2, imprimé en recto verso. Une fois le format choisi, que mettre à l'intérieur? Des modes opératoires par acteur et par thématique. Par exemple, pour le rôle collaborateur, la saisie des temps. Un conseil, allez à l'essentiel pour ne pas perdre vos utilisateurs avec des options ou des fonctionnalités non essentielles. Et enfin, respectez la charte graphique. Concrètement, voici un exemple de flyer qui a été réalisé par nos soins. Le recto est plié en 3 parties, qui s'adresse au rôle collaborateur et dont le thème est la saisie des temps passés sur les projets et la saisie des indisponibilités. On indiquera qui contacter en cas de difficulté sur l'outil pour telle ou telle autre situation. Enfin, on y trouve des points d'attention qui sont en général des règles de gestion. Par exemple, saisissez vos indisponibilités dès qu'elles sont connues dans votre calendrier. C'est mieux que de les déclarer a posteriori lors de la saisie dans votre feuille de temps, particulièrement si vous faites du plan de charge.
Sur le recto du flyer appuyé en 3 parties, on retrouve des informations concernant la connexion à l'outil, comment saisir les temps passés, et l'on déroule le mode opératoire. Même chose pour la saisie de vos indisponibilités dans votre calendrier. On déroule un mode opératoire. 1, faites ceci, 2, faites cela, cliquez ici. Voilà pour les flyers. Pour les livrets, c'est un peu la même chose, si ce n'est que le format est différent. Il s'agit d'un format A4 plié en 2. On a un peu plus de place, on peut donc délivrer davantage de messages et d'informations que sur un flyer, mais les conseils sont les mêmes que précédemment. Information de connexion, qui contacter en cas de difficulté, dérouler du mode opératoire, le tout dans le respect de la charte graphique. Enfin, un zoom sur un type de document que nous voyons peu souvent chez nos clients, mais qui est très utile à des fins de clôture et qui s'adresse à l'ensemble des utilisateurs. Il s'agit d'un chronogramme par acteur. Qu'est donc ce chronogramme par acteur? C'est un document qui va indiquer ce qui doit être fait, c'est le quoi, chaque semaine, chaque mois, voire chaque trimestre, c'est le quand, selon son rôle dans l'outil, c'est le qui, mais aussi comment vérifier, par exemple, par le lancement d'un rapport, que les actions effectuées en fin de période ont été réalisées avec succès. Vous pouvez aussi réaliser des guides utilisateurs qui seront davantage fournis en termes d'informations. Voilà pour la partie documentation. Passons maintenant à la formation. La formation est un élément important de la conduite du changement. Plusieurs formats sont possibles. Une formation classique, mais spécifique au contexte client, au format diapositive, avec des démonstrations basées sur des cas réels, des manipulations. Le manuel de formation et autres guides seront remis aux stagiaires en fin de session. La formation sera évaluée par l'ensemble des participants afin de pouvoir l'améliorer et, le cas échéant, la compléter. Cette formation peut être donnée à distance, via Teams, Skype, Zoom, etc. Et c'est malheureusement très tendance en ce moment avec ce modivirus. Ou en présentiel, sur le site du client. Et si vous disposez déjà d'un manuel de formation, nous pouvons mettre à jour vos documents et animer les formations. Voilà ce que ça donne pour le portage d'une diapositive. À gauche, une diapositive expliquant le fonctionnement du reporting dans une version précédente d'un outil de PPM, avant le changement, et puis après. On se rend bien compte que la conduite du changement est nécessaire, puisqu'on ne travaille plus du tout de la même manière. Autre format de formation, le MOOC, Massive Open Course Online. Il s'agit d'une formation en ligne. ACDE Conseil utilise la plateforme d'e-learning 360 Learning pour mettre au point les MOOC et donner accès à des participants afin qu'ils puissent suivre la formation. Il est possible de migrer votre formation existante ou de réécrire une formation entière. La formation est structurée en parcours et en modules, et cette formation en ligne va contenir les éléments suivants: une vidéo d'introduction et de conclusion pour chacun des modules, des diapositives, des vidéos de manipulation, des QCM afin de valider les acquis, et un ensemble de documents téléchargeables à la fin de chaque parcours ou à la fin de la formation. Il faut prévoir un temps de construction et de validation avec vous des différents modules de la formation. En général, nous proposons 5 parcours qui se décomposent eux-mêmes en plusieurs modules. Ils contiennent une présentation vidéo de chaque module, des vidéos tutoriels de manipulation, un contrôle de connaissances au travers d'un QCM et la mise à disposition de la documentation que chaque stagiaire pourra récupérer au format électronique. Une fois le MOOC validé par vos soins, il est mis en ligne. Voici un exemple de structuration d'un MOOC en parcours et en module. Dans cet exemple, on trouve 5 parcours. Un premier parcours, gestion de la disponibilité et de la saisie des temps passés, un grand classique. Ce parcours se décompose en 2 modules, à savoir la gestion de l'indisponibilité et le suivi des charges avec la saisie de la feuille de temps. Pour suivre un cursus en ligne, c'est très simple. Vous recevez un premier email en vue d'une validation technique de votre environnement, puis un deuxième email vous invite à vous inscrire sur la plateforme 360 Learning et à rejoindre le groupe d'apprenants qui suivra la formation en même temps que vous. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à démarrer votre premier module. Je vous propose maintenant de lancer un module d'un MOOC que nous avons réalisé.
Pour la gestion et le suivi des temps passés, chaque contributeur se réfère à son espace feuille de temps, disponible également sous l'étiquette « Espace personnel ». Sur le plan affichage, à noter que par défaut, la feuille de temps affiche la semaine en cours et qu'il est possible de naviguer d'une semaine à l'autre dans le passé ou dans le futur. Il est possible de changer la granularité pour afficher un mois complet et d'afficher ou pas les activités par an. Sur le plan fonctionnel, les temps saisis sont exprimés en jours hommes. Ils peuvent être des multiples de 0,25 jours hommes, mais ne peuvent dépasser un jour homme. L'ajout des affectations hors projet est également possible à partir des feuilles de temps. Mais par contre, dans ce cas, le calendrier ne sera pas alimenté par ces absences. L'ajout des affectations sur des activités projet n'est possible que pour les projets de maintenance corrective. Le contributeur, dans ce cas, a la possibilité d'ajouter son affectation en choisissant l'activité d'intérêt et ensuite de valider derrière. Une fois la feuille de temps saisie, le contributeur peut alors présenter sa feuille de temps à son responsable et demander sa validation. Il peut opter pour présenter toute la période de sa feuille de temps en choisissant l'option de période entière ou bien de choisir une période personnalisée. Mais à noter que dans ce cas, une fois que la feuille de temps est présentée, elle est figée et le contributeur ne pourra plus y apporter de modifications à moins qu'un responsable la renvoie. Voici pour la partie formation et on passe à un autre outil de la conduite du changement qui est l'assistance opérationnelle. C'est être là pour aider l'ensemble des utilisateurs, quel que soit leur rôle, à l'ouverture sur 1 ou 2 semaines, afin d'assister et de les rassurer lors de leur première manipulation dans le nouvel outil. L'assistance opérationnelle permet également de capitaliser, lister les ajustements à réaliser, lister les demandes d'amélioration pour un lot de maintenance évolutive ultérieure, mettre à jour la documentation, clarifier les modes opératoires, tracer les demandes et remonter d'éventuelles anomalies découvertes a posteriori et prendre en charge la relation éditeur. Maintenant que nous avons décrit les outils disponibles à la conduite du changement, il vous faut communiquer tout au long du projet afin d'informer sur le déroulement de ce dernier et des moyens qui seront mis en œuvre afin d'accompagner le changement. C'est le plan de communication. Lors d'une migration vers un nouvel outil, voici comment il peut être décliné en 4 temps et avec quel contenu, aux moyens différents, supports de communication. ACDE vous propose un plan de communication en 4 temps principaux. Au lancement du projet, au début de la période de recette, quelques jours avant la fin de la recette et après la mise en production. Mais en préambule, il est important de souligner que le plan de communication et son planning est forcément lié au planning de migration lui-même. Regardons comment. Sur la partie haute, nous avons le planning de migration de votre nouvel outil avec un phasage classique, à savoir le lancement du projet avec ses ateliers, puis du paramétrage, ensuite la mise à disposition d'un environnement de test pour des pilotes, puis une phase de test avec la remontée d'anomalies, les corrections et enfin la mise en production. Sur la partie basse, on a un plan de communication qui s'inscrit
dans un planning de conduite du changement qui est étroitement lié au planning de migration. En effet, comment écrire la formation et les modes opératoires si votre paramétrage n'est pas encore figé? Comment lancer les formations et communiquer une date de début de session alors que la date de mise en production a été décalée suite à un aléa? Il faut sans cesse s'adapter. Maintenant, regardons en détail les 4 temps de la communication lors d'un projet de mise en œuvre d'un nouvel outil. Temps 1, une communication par mail où l'on va décrire dans quel contexte on se trouve. On va valoriser le changement, plus convivial, éprouvé, avec de nouvelles fonctionnalités que l'on pourra mettre en œuvre. Puis, nous allons décrire le projet de notre migration. Quels sont les grands jalons, les formations, les moyens mis en place, et enfin, quelles sont les différentes populations concernées. On peut indiquer également la date de la communication 2 à venir. Dans un temps 2, il s'agit d'un briefing où on décrira le périmètre fonctionnel visé, les grands changements, la disponibilité d'un environnement de test et les modalités d'accès de ce dernier à la formation. Quand et comment s'inscrire et au-delà des formations, les dispositifs de soutien opérationnel qui vont se mettre en place. Un troisième temps, avec une communication par mail, avec le contenu fonctionnel attendu, les premiers retours suite à une bascule à blanc, le calendrier et le contenu des formations, la date de mise en production et les accompagnements. La présentation détaillée des dispositifs de soutien opérationnel en place, mail, chat, Jira, permanence, et enfin, une information quant à la prochaine communication. Enfin, un temps 4, sous la forme d'un briefing, durant lequel nous allons rappeler les contenus fonctionnels et les améliorations livrées, en termes d'ergonomie, en termes de fonctionnalité, faire un tour sur les formations et les premiers projets gérés dans le nouvel outil, les premiers résultats et les premières difficultés rencontrées, persistantes ou résolues, enfin rappeler l'existence de dispositifs d'accompagnement et de soutien opérationnel en place. Le temps 1 de la communication consiste en la sensibilisation des parties prenantes et à la présentation des grandes lignes du projet. En termes de planning, c'est ce qui va arriver dans les 2 à 3 mois à venir. En termes de vecteur, c'est l'envoi d'un mail au responsable d'équipe. Ici, la cible, c'est toute la communauté projet que l'on cherche à informer. Enfin, en termes de contenu, c'est le contexte, le projet avec ses grands jalons, les moyens mis en œuvre et la population concernée. Et voici un exemple de communication pour le temps 1, sous la forme d'un mail avec l'annonce d'une réunion à venir, dans un temps 2, et on y décrit notre projet, on valorise le changement, on indique dans quelle phase du projet nous sommes, ce qu'il est prévu en termes d'accompagnement. Enfin, on communique la date du temps 2 de la communication qui se fera sous la forme d'une réunion. Maintenant, le temps 2. Le temps 2 de la communication a pour objectif de préciser ce qui sera disponible dans l'environnement de test et de commencer d'aborder les aspects formation, le calendrier et les modalités d'inscription. Elle se fera sous la forme d'une présentation au responsable d'équipe et nous allons voir un exemple de présentation au manager dans les diapositives suivantes. Et on déroule notre présentation. Présentation du projet d'accompagnement. Bonjour et bienvenue. Un sommaire de notre réunion où l'on expliquera le contexte, les avantages, les ateliers de recueil de besoins, le dispositif d'accompagnement et les grands jalons du projet. Enfin, un temps de questions-réponses et on déroule. Voici pour le contexte. On utilise depuis plusieurs années une solution de gestion de projet ou Excel et nous travaillons à la migration du système vers une nouvelle version ou vers un nouvel outil de PPM. Ensuite, on valorise le changement, de nouvelles fonctionnalités remaniées qui couvrent tous les aspects de la gestion de projet, parfaitement adaptées à l'organisation ciblée à terme, importance accordée à la vision portefeuille, adaptée à la méthodologie agile, par exemple. On précise le dispositif d'accompagnement
avec de la documentation, les formations, une communication et enfin une assistance opérationnelle post-mise en production. On explique ce qui est en train d'être fait ou sera fait et une première date de mise en production est envisagée. Puis l'on détaille la partie documentation avec les flyers, le manuel de formation, le chronogramme, les supports de formation, etc. Puis les modalités de la formation sous la forme d'un MOOC, qui sera concerné. On déroule enfin ce qu'il est prévu en termes d'assistance opérationnelle. Et l'on rappelle l'existence d'un plan de communication avec un mail de présentation du projet déjà envoyé, notre réunion et 2 autres communications à venir. Puis l'on décrira la partie planning avec les grands jalons du projet. Et on finit notre réunion avec une session de questions-réponses. En général, il y en a. Puis vient le temps 3 de la communication, qui a pour objectif de mobiliser le management autour des formations, des premiers pas, et d'informer sur la date de mise en production. Cette communication se fait par mail à l'ensemble des responsables d'équipe qui redescendront l'information à leurs collaborateurs. Voici un exemple de mail où on va confirmer la date de mise en production, décrire les modalités de l'accompagnement qui va prochainement être mis en œuvre avec le MOOC, la documentation et l'assistance opérationnelle. Puis on passe au temps 4 de la communication. Il a pour objectif de soutenir le déploiement. Il s'effectue après la mise en production au début de l'assistance opérationnelle. Et l'on rappellera les modalités de cette assistance afin que tous les collaborateurs puissent pleinement en profiter. C'est aussi l'occasion d'échanger avec les participants à cette réunion et d'avoir les premiers retours des utilisateurs. Enfin, il n'y a pas toujours de temps 5 de communication et c'est bien dommage car ce dernier permet de faire le bilan. C'est l'heure de tirer les enseignements du projet et c'est aussi le moment d'échanger sur la suite et sur les perspectives. Maintenant, quelles sont les difficultés rencontrées lors de la mise en place d'une conduite du changement? Un rétro-planning impacté par le planning de migration. Il faut être très réactif et recaler les dates en fonction du tempo du planning projet. Pas d'implication des dirigeants, pas de budget pour conduire le changement alors qu'ils sont à l'origine du projet et doivent l'encourager et l'accompagner auprès de l'ensemble des collaborateurs. Pas de cohésion de l'équipe. Le comportement de chacun est un facteur important de succès. L'écoute, la bienveillance, le respect, la répartition équitable du temps de parole permettent de mieux travailler en équipe. Trop se concentrer sur les points de détail au lieu d'améliorer l'efficacité projet en priorisant les besoins majeurs. Enfin, une autre difficulté est le manque d'engagement ou de disponibilité des utilisateurs. Un projet réussi passe par des utilisateurs engagés et impliqués dans le processus de décision et de collecte d'informations projet. Maintenant, quels sont les pièges à éviter lorsque l'on met en place la conduite du changement? C'est de faire tout simplement l'impasse sur la conduite du changement, faire exactement le contraire en fait de ce que je viens de vous décrire, et on va droit dans un mur. Enfin, quelques conseils à méditer. Personnalisez les parcours de formation et votre communication pour former et motiver les collaborateurs. Évaluez et préparez votre entreprise au changement. Impliquer les collaborateurs, gérer le changement, aucun changement ne va se faire de lui-même, essayez de comprendre les métiers, les besoins et les réticences au changement, et au-delà du projet et de son déploiement, capitalisez sur votre projet de conduite du changement, communiquez, formez et assistez les utilisateurs finaux sur le long terme. En conclusion, les gens ont peur du changement. La conduite du changement permet aux utilisateurs de surmonter cette peur par la compréhension des enjeux et des objectifs du projet, en intégrant pourquoi le projet sera bénéfique pour eux, au-delà d'un temps d'adaptation nécessaire. N'oubliez pas que sans conduite du changement, on prend le risque de mettre en péril la réussite du projet.
Résultat à moyen-long terme, des réticences, une baisse de productivité, un stress accru pour les collaborateurs. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la conduite du changement. Alors actuellement, nous intervenons à la SNCF où nous animons des sessions de formation à distance depuis le Covid. Nous avons écrit et animé une formation pour Boursorama et nous avons également contribué à la migration de leur outil PPM. Au Crédit Agricole, pour la filiale CAPS, nous avons contribué à la migration de leur outil PPM. Nous avons également construit un MOOC, une formation en ligne pour l'ensemble des chefs de projet. Et enfin, chez ASSU, branche assurance de la Société Générale, nous avons réécrit et animé une formation pour une nouvelle entité. Nous avons conduit le changement par de l'assistance opérationnelle en créant des flyers, de la documentation, par la mise à jour du manuel de formation. Et actuellement, en cours de migration, nous sommes en train de mettre à jour l'ensemble du dispositif avec la mise en place d'une formation spécifique au format MOOC. Là, je vous remercie pour votre participation. Vincent, je te repasse la parole. Oui, merci, merci Marc. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, je n'en ai pas vu dans la boîte à chat. Je vais regarder encore. Alors, il y en a qui sont arrivés par d'autres moyens. Bon, question sur la démarche type, bah, c'est un peu ce qu'on a vu. Hein. Au départ, un diagnostic, un état des lieux. Ensuite, ou pas, un volet méthodo atelier. Hein, on parlait de pragmatisme, ça veut dire dans ces ateliers, outre les réticences qu'évoquait Marc à l'instant, c'est aussi identifier les bonnes pratiques locales, identifier les documents de référence, par exemple. Il n'y a pas la peine d'inventer des nouveaux modèles s'il y a déjà des documents de référence qui sont bons et qui peuvent être érigés au statut de modèle. Ensuite, des projets pilotes pour tester, pour éprouver la méthode. La communication de sensibilisation qu'évoquait Marc à l'instant pour bien impliquer les dirigeants, les managers, les chefs de projet, les PO, les PMO, avec le message étant il faut que tout le monde joue le jeu et il faut que le management soutienne. Puis ensuite, la mise en œuvre du logiciel, comme on l'a vu avec les différents temps de communication. Le MOOC, le e-learning, c'est essentiel parce que par rapport à une formation initiale, ça donne la possibilité de le suivre à la demande, de le resuivre, de le rejouer pour s'assurer qu'on a bien compris. Et puis souvent, dans ces cas-là, les formations, elles ont lieu à un moment et puis les utilisateurs vont se connecter sur le système 3, 6, 9 mois plus tard, ils auront oublié la formation. Donc, s'il y a un e-learning à disposition, ils peuvent revoir au moment où ils vont s'en servir. Et puis, Marc a insisté, mais je vais me permettre d'en remettre une couche, les bilans à chaque étape, ça c'est essentiel. C'est essentiel pour ancrer ce qui est acquis, c'est essentiel pour ajuster les trajectoires et pour remobiliser tout le monde quand c'est nécessaire. Voilà, autre question, les signes d'une mauvaise conduite du changement. Pareil, c'est changement imposé, c'est le management qui dit ouais, c'est évident, vous êtes mauvais, c'est facile, partout ailleurs ça se fait, pas chez nous, etc. Bon, des managers qui parlent comme ça, c'est eux les premiers responsables. Voilà, bon, je vois que le temps passe, je regarde s'il y a d'autres questions. Pas. Bonjour, quelles sont vos entreprises cibles, taille, activité? Alors, c'est un monde, le monde de la gestion de projet, c'est un monde merveilleux parce que les problèmes sont les mêmes dans l'espace, donc depuis des décennies, et dans le temps, quels que soient les secteurs. Alors, en termes de secteur, des cibles, il n'y en a pas. On a des clients dans le public, au CDE, des conseils généraux, on a des clients dans l'industrie, on a des clients dans le numérique, on a des clients dans la distribution, on a des clients dans le bancaire. Maintenant, je le disais tout à l'heure, on est un cabinet à taille humaine, une dizaine de personnes. Ça veut dire qu'on n'est pas armé pour une conduite de changement dans un groupe du CAC 40. Donc, nos cibles, ce ne sont pas les très grands groupes, ce sont les entités autonomes, les business units, 500, 5000 personnes, quelques centaines de personnes à l'IT, avec des dirigeants accessibles, ça peut être des grosses PME familiales, on en a pas mal dans notre clientèle, donc des gens à qui on peut tenir un discours de vérité, je dirais, et non politiquement correct parfois, comme c'est trop souvent le cas dans les grands comptes. Voilà en gros pour la réponse à cette question. AMO, est-ce qu'on fait de l'AMO sur la transformation numérique? Oui, on en fait beaucoup.
bon, on le disait, beaucoup des contextes auxquels nous sommes confrontés sont des contextes dans lesquels se situe une transformation numérique. Bon, il y a 10 ans, on parlait de mise en place de nouveaux systèmes informatiques, hein, mais c'était la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'IT et les fonctions support qui sont impactés, c'est l'ensemble des métiers. Donc, effectivement, on mène des gros projets, alors en AMO ou en PMO aussi. Hein. Il nous arrive d'être un peu la tour de contrôle pour toute la constitution et la gestion des portefeuilles de projets qui vont concourir à la transformation numérique. J'ai en tête un exemple qu'on a mené dans la distribution, là dans le Nord, il y a quelques années, où ça s'est étalé sur 2 ans et demi, voire 3 ans, sachant que c'est amusant, comment dire, la demande du client au départ, c'était de la formation à la gestion de projet. Formation à la gestion de projet, sans qu'il y ait de référentiel de gestion de projet, sans qu'on se soit posé la question de l'outil qu'on va mettre derrière et de la façon dont on va déployer ça sur une transformation, c'était voué à l'échec. Bon, le client a eu la bonne idée d'écouter un peu nos remarques et puis nos suggestions sur la façon de s'y prendre, et c'est ce qui a fait que ce projet a pas mal réussi. Bon, s'il n'y a plus de questions, je regarde encore. Consultation fournisseur ERP pour client. Non, ça on ne fait pas. Nous, on est vraiment focalisé sur le management de projet, donc on fait de l'AMO sur la mise en place et les consultations relatives aux outils de management de projet. Très bien, écoutez, je vois qu'il est 12h15, donc notre promesse c'était de durer 3/4 d'heure et de tenir à l'heure, et qu'on ne serait pas crédible si on vient de passer 3/4 d'heure pour parler gestion de projet et qu'on y met 1 heure. Donc voilà, il nous reste à vous remercier déjà pour votre participation ce matin. Bon, c'était très rapide, on a juste partagé quelques éléments, il y a sûrement des besoins d'approfondir. Donc pour nous contacter, vous pouvez prendre rendez-vous en visio, on va diffuser les slides, là, et à la fin, il y a une icône avec les coordonnées de notre site web. Vous pouvez prendre rendez-vous avec l'un de nous. Là-dessus, vous avez accès à nos disponibilités. Sinon, vous nous téléphonez ou nous envoyez un mail. Ce qu'on peut faire pour commencer, c'est un échange qui n'engage à rien. Et puis ensuite, éventuellement, un premier diagnostic qui porterait sur l'ampleur, l'intensité des changements. C'est très différent d'une entreprise à l'autre. Donc, voilà, c'est un petit peu ça qu'il faut regarder en premier. Donc, on est à votre entière disposition pour reparler de tout ça. Voilà, je vous remercie encore pour votre participation. Merci Marc pour tes éclairages. Et puis, je dirais, j'ai qu'un seul regret maintenant, c'est que ça puisse pas se prolonger autour d'un verre. Ces échanges, on l'a fait pendant longtemps, on faisait ça dans des hôtels, dans des cafés, dans un endroit super, dans le 14e arrondissement, là, l'entrepôt. Bon, doutons pas que ça reviendra. Voilà, sur ce, je vous remercie encore et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt. Merci à tous et bonne fin de journée.